Bonjour à toutes et tous. Merci Laurent, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir de venir communiquer ici, dans ce cadre particulièrement agréable, et puis de vous parler de choses qui me tiennent à cœur, des conduites à risque et de la problématique des trajectoires addictives qui sont liées à l'alcool. Donc pour commencer, les déclarations de lien d'intérêt, je n'en ai pas. Si ce n'est que, comme toi et comme notre ministre de la Santé, nous sommes nés dans une région viticole, la Marne. Donc voilà, mais sinon, pas d'autres conflits d'intérêts. Alors, donc je vais commencer par vous dire un peu ce que sont ces conduites à risque, vous donner des éléments de définition des conduites à risque, de quoi on parle exactement. Eh bien, on considère que ces conduites à risque correspondent à un ensemble de comportements qui sont habituellement interdits par l'autorité judiciaire, par l'autorité parentale, etc., et qui peuvent mettre en danger la santé physique et ou psychologique des personnes. Donc voilà ce que seraient ces conduites à risque. On sait que ces conduites sont en fait présentes dès l'enfance, mais qu'elles atteignent habituellement leur apogée au cours de l'adolescence. Alors, il y a plusieurs raisons au fait qu'elles atteignent cet apogée. Dans le cas de l'adolescence, il y a un ensemble de comportements, une modification du corps, une modification hormonale. Il faut s'approprier un nouveau corps qui va se transformer en quelques années, gagner de la force, gagner de la taille, gagner en séduction, gagner en plein de choses. Et ça, eh bien, il faut le tester pour pouvoir mieux le comprendre. Et puis il y a un autre phénomène, c'est le phénomène qu'on appelle de séparation-individuation, qu'il y a au cours de l'adolescence, qui fait que je suis l'enfant de telle famille, mais je dois me développer, avoir ma propre identité et ne pas être que l'enfant d'eux. Et pour ça, je vais avoir besoin de me séparer de mon groupe d'attachement initial et puis adopter des comportements qui sont plus individuels. Mais ça fait peur d'être seul. Donc pour ne pas être seul, l'adolescent, il va se rattacher à un groupe en se disant, tiens, eux, ils sont un peu comme moi, ils ont les mêmes intérêts. Si on est ensemble, on aura moins peur. Et puis, ils vont me dire comment je dois m'habiller ou comment je ne dois pas m'habiller, comment je dois faire, ce que je peux faire, ce que je peux tester. Et ce groupe va avoir une grande influence sur le comportement de l'individu et en particulier sur l'initiation ou pas des conduites à risque. Alors, on distingue différents types de conduites à risque. Elles ne sont pas toutes dangereuses. Il y a les conduites d'essai et d'exploration qui sont même nécessaires. La première fois qu'on demande à un collégien, par exemple, d'aller au collège seul, à pied, en bus, en métro, ça fait peur, mais il y a un groupe, donc il peut se rattacher à ce groupe-là, et ça, c'est nécessaire, puisque par la suite, on n'est pas toujours accompagné pour se rendre sur différents lieux. Puis des conduites d'exploration, d'autres choses, d'autres types de comportements. Ensuite, on a les conduites d'excès et de transgression. Alors là, ça commence à poser un petit peu de problème. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à tester des choses qui sont censées être interdites ou de façon trop importante. C'est par exemple se coucher même trop tard le soir, alors que le lendemain, il y a un congrès, par exemple, ou des transgressions sur différents interdits. Et puis on a enfin les conduites ordaliques. Alors ce sont des conduites dans lesquelles les individus vont se mettre volontairement en danger. C'est ce qu'on appelle le jugement divin. C'est-à-dire, je m'expose à une situation pour réaffirmer mon droit à vivre et le fait que, finalement, à vous tous, il peut vous arriver des choses, mais pas à moi, puisque je suis le principal acteur du film de ma propre vie. Et finalement, j'ai un peu du mal à concevoir l'idée que je puisse mourir ou qu'il puisse m'arriver quelque chose. Et je vais peut-être aller tester ça en faisant différents jeux et différentes prises de risques. Donc voilà un petit peu les trois grands types de conduite à risque. Et on va observer une multitude de conduites à risque. Des consommations de substances, ce sont lesquelles c'est ce que je vais vous présenter plus spécifiquement. Mais on a aussi les jeux dangereux ou violents, avec l'influence importante des technologies d'information et de communication. En particulier, vous savez que le développement des réseaux sociaux... alors, il faut savoir que ces conduites à risque ont toujours existé. Si on prend par exemple le jeu du foulard, vous savez, ce jeu de non-oxygénation, qui est une conduite à risque assez spécifique des écoles primaires, même d'ailleurs, qui commence assez tôt, il existait déjà il y a plus d'une cinquantaine d'années. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais on va avoir avec les technologies d'information et de communication un peu quelque chose, un terreau au développement très exponentiel du type de comportement.
Un exemple, c'est le jeu de la virgule. Vous avez dû entendre parler du jeu de la virgule où ils font bouger la tête de quelqu'un qui est juste devant eux. Ça s'est développé largement à cause des réseaux sociaux. On en a qui sont très épisodiques. Donc chaque année, il y a quelque chose d'un peu nouveau. Je me souviens qu'il y a quelques temps, il y avait un hashtag 2010 qui tombait l'année où tous les enfants nés en 2010 entraient en 6e. Et l'idée, c'était de dire, tous ceux qui sont nés en 2010, ils sont nuls, ils sont différents de nous, donc on va s'en prendre à eux. Donc vous voyez un peu cette conduite un peu à risque ici, qui est très liée aux réseaux sociaux. On a aussi également des vols, des agressions, des vandalismes, des automutilations, et puis également des troubles du comportement alimentaire, et Laura vous en parlera davantage dans sa présentation. Alors, quelles sont les conséquences? On a quelques chiffres, et vous allez voir qu'ils sont assez impressionnants. Les chiffres de l'OMS nous indiquent qu'en 2021, il y a 1,5 million d'adolescents et de jeunes adultes de 10 à 24 ans qui sont décédés à travers le monde, soit 4500 par jour. Et on est sur la tranche d'âge 10-24, mais en fait, on sait que de 10 à 14 ans, la tranche d'âge de 10 à 14 ans est celle qui présente le plus faible risque de décès. C'est-à-dire que jusque-là, c'est encore assez bien protégé, et à partir de 14 ans, sur les 10 années qui suivent, c'est là où on a vraiment le plus de risques de décès par des causes qui sont tout à fait évitables, comme le fait de monter sur une rame de métro, le fait de faire du wheeling ou du rodéo urbain sans casque, à toute vitesse. Donc il y a des traumatismes multiples, des violences interpersonnelles, des automutilations, voilà, tout ça. Et puis on a aussi les conduites d'utilisation de substances, d'abus de substances. Je vous ai mis une image ici, c'était en 2014, ça s'est calmé depuis, c'est ce qu'ils appelaient la Neck Nomination, qui était une sorte de concours dans lequel c'était un défi à boire en fait. Et les personnes se filmaient en buvant une certaine quantité d'alcool, ils nommaient un ensemble d'autres personnes en disant fais-en autant ou fais mieux. Et effectivement, ça a conduit malheureusement à des décès suite à des consommations trop importantes. Et heureusement, ce phénomène s'est arrêté. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce type de comportement, il va avoir évidemment des répercussions ensuite à l'âge adulte, et notamment ce qui nous intéressera par la suite, c'est la répercussion sur le risque de développement de troubles de l'usage d'alcool, qui sera l'exemple que je vais vous montrer. Mais en fait, ces conduites à risque se développent vraiment dans cette période de l'adolescence. Je vous ai mis ici les chiffres de l'étude en classe de 2022 qui montrent, je ne sais pas si je peux, vous voyez, si vous voyez, c'est parfait. Donc vous voyez ici, c'est l'expérimentation de l'alcool à l'entrée en 6e puis en terminale. On a vraiment une courbe qui est quasiment exponentielle. La même chose pour le tabac, la même chose pour le cannabis. Donc on peut considérer qu'en fait, l'adolescence est en soi un facteur de risque d'expérimentation de différentes substances. C'est le facteur de risque principal. C'est dans cette période que vont s'initier les premières expérimentations et même les premiers signes de dépendance à la substance. Alors on a des modèles qui permettent de rendre compte un petit peu de l'adoption de ces conduites à risque. Je vous ai mis un modèle ici qui est un modèle ancien maintenant, Irwin et Ryan de 89, qui nous montre d'un côté les facteurs prédisposants vers les risques et de l'autre côté les facteurs qui prédisposent vers les comportements plus sécures. Alors, c'est un modèle ancien et puis avec un modèle nord-américain avec différentes choses qu'on peut accepter ou pas accepter comme étant intéressantes, mais je le trouve intéressant parce que si on regarde un petit peu tout ça, sans analyser spécifiquement la maturité cognitive, la recherche de sensations, tout ça, on voit en fait qu'on a des facteurs qui sont biologiques, des facteurs qui sont psychologiques et des facteurs qui sont sociaux en fait. Donc, c'est bien ça qu'il faut retenir, c'est que les conduites à risque sont vraiment sous la dépendance de l'ensemble de ces trois facteurs. Alors moi, je vais détailler un petit peu plus les facteurs biologiques. Et en particulier, une chose qui est intéressante, c'est le fait qu'il y a une maturation cérébrale progressive à l'adolescence, qui va suivre, pas que à l'adolescence d'ailleurs, mais tout au cours du développement et jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire que le cerveau n'est pas mature avant l'âge de 25 ans environ en moyenne. Et ce qui va nous intéresser, c'est en particulier ici, cette petite courbe-là, c'est l'élagage synaptique, c'est-à-dire c'est la phase dans laquelle le cerveau va faire du tri entre les communications entre zones cérébrales qui ne servent à pas grand-chose et celles qui sont extrêmement utiles.
pour renforcer ces dernières et gagner en efficacité. Et vous avez sur la droite un graphique qui montre comment cette maturation cérébrale s'effectue. Elle ne s'effectue pas de façon homogène. Il y a des zones cérébrales qui vont maturer plus précocement que d'autres. Et ça va avoir un impact direct sur le comportement de l'individu. Et c'est ce que propose le modèle triadique de Ernst, qui est un modèle qui permet de rendre compte justement de cette maturation cérébrale et d'une appétence par la maturation précoce du striatum ventral chez les adolescents, une appétence pour la recherche de sensations, pour la recherche de plaisir, de nouveautés et de différentes expériences. Et dans le même temps, le cortex préfrontal, qui, lui, avait pour rôle de réguler les comportements, de réguler les émotions, n'est pas encore mature. Regardez bien, si je reviens en arrière, je ne vous l'ai pas montré, on voit bien que cette zone ici, cortex préfrontal dorsolatéral, il devient bleu plus tardivement. Et donc, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va avoir ce déséquilibre, et c'est ce déséquilibre qui expliquerait, en partie, évidemment, je vous ai dit qu'il y a un ensemble de facteurs, mais sur les facteurs biologiques, c'est ce déséquilibre qui expliquerait les conduites à risque chez les adolescents. Alors la chose la plus intéressante certainement de ce modèle, c'est qu'avec la maturation cérébrale, progressivement, eh bien, le système va revenir à l'équilibre avec la raison qui va dire non, tu ne peux pas faire ça, non, tu dois t'arrêter de boire parce que demain, tu as telle et telle chose. Le problème, c'est que lorsque les individus vont consommer des substances qui vont elles-mêmes altérer le fonctionnement cérébral, on va avoir une absence de retour à l'équilibre, et donc un comportement qui va perdurer dans cette recherche de sensations, dans cette difficulté à, on appelle ça la myopie pour le futur, vous savez, cette difficulté à prévoir les conséquences de ces actes, qui sont bien, concept qui est bien connu dans le domaine de l'addictologie. Alors, je vais vous donner un exemple, je vous ai dit, pour moi, ça va être celui du binge drinking, qui est une conduite à risque assez spécifique et sur laquelle, avec notre équipe, on a plutôt pas mal travaillé. Alors, le premier problème quand on s'intéresse au binge drinking, c'est le problème qui est lié à sa définition. On a un ensemble de définitions et en réalité, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment satisfaisantes. On a essayé de proposer, alors, notamment sur le fait que finalement, quand on est basé sur le nombre de verres, dans un verre servi dans un débit de boisson en France, il y a 10 grammes, c'est une unité d'alcool par verre, mais aux États-Unis, il y en a 14 grammes, donc c'est 1,4. Donc la première définition qui vous dit c'est 4 verres et 5 verres chez les femmes et chez les hommes, elle ne marche pas, il faut multiplier par 1,4. Bon, ça fait 56 grammes et 70 grammes. Et puis surtout, c'est que quand on questionne nos étudiants qui participent à différentes études, eux, ce qu'ils ont tendance à boire, Place d'Erlon, connais bien, c'est la place centrale où vont les étudiants le soir à Reims, ils boivent plutôt ce type d'alcool, où là, il y a 21 grammes par verre. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. Et puis c'est encore pire, c'est que s'ils font une fête à la maison, la quantité qui est servie dans un bar ou à la maison d'alcool, elle va différer également. Alors avec des collègues, on a cherché à identifier un petit peu mieux ce que l'on pouvait considérer comme étant du binge drinking. On a proposé des éléments de définition de ce binge drinking. C'est pas mal, mais je vous le dis, c'est encore pas satisfaisant, parce que je ne crois pas qu'on aura un jour une définition complète. Et puis ce qu'on utilise aussi régulièrement, c'est le score composite qui est proposé par Theodora Duca, qui considère en fait la vitesse de consommation de l'alcool, le nombre d'ivresses dans les 6 derniers mois et le pourcentage d'ivresse sur les occasions de consommation. C'est pas la même chose d'être ivre une fois par an, je veux dire, parce que tiens là, c'était la nouvelle année où j'ai eu les résultats du bac ou je ne sais quoi, plutôt que de dire c'est 100% des occasions de consommation. Donc à partir de ce score, on peut connaître un petit peu quelle est l'intensité de la problématique de binge drinking. Alors qui est concerné par ce binge drinking ? Je vous l'ai déjà dit, ce sont les jeunes. On voit bien ici cette courbe. On a une interaction entre la consommation. Donc en français, on appelle ça l'alcoolisation ponctuelle importante, avec des définitions qui ont varié à travers le temps, 5 verres ou 6 verres. Donc c'est un peu difficile parfois de comparer les études en fonction des années. Et donc, ici, on voit bien que ce comportement est moins présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent chez les 65-75 ans, 18% quand même, dans l'année. Et à l'inverse, la consommation quotidienne, elle est très faible à 15-24 ans. Elle augmente ensuite progressivement avec le temps. Donc, je vous ai mis les résultats d'enquête, mais qui n'avaient pas en fait ce beau graphique qui montre l'interaction.
et qui montre que le binge drinking a tendance à diminuer. À l'âge de 17 ans, on est passé, vous voyez, de 52% à 44% en 2014, à 44% en 2017 et 36% en 2022. Hop. Alors, le problème quand même sur ce type d'études, c'est dans le cadre de la journée du citoyen. Je ne suis pas certain que ce soit les données les plus fidèles, étant donné le cadre dans lequel ça se situe. Jeunes gens, est-ce que vous buvez de l'alcool parfois? Non, non, monsieur, je vous assure. Bon. Mais malgré tout, ça reste un indicateur, puisque c'est toujours dans le même cadre. Alors, les conséquences, je vais passer assez rapidement pour avoir plus de temps pour vous exposer les modèles. On les connaît, elles sont extrêmement importantes. Première cause de mortalité des 18-24 ans, l'augmentation de différents risques. Et puis, on a des chiffres qui nous indiquent que l'odd ratio, en fait, d'évolution, le risque d'évolution vers un trouble d'usage de l'alcool à l'âge adulte, alors c'est une étude rétrospective, serait de 2,83. Donc c'est assez important tout de même. Alors, nous, on s'est intéressé à l'impact sur la mémoire, les fonctions exécutives et la cognition sociale. Parce qu'en fait, ce mode de consommation semble impacter en fait l'ensemble de ces fonctions cognitives. Alors tout d'abord, sur la mémoire à court terme, ici un test qui est le test de mémoire de travail visospatiale, l'équivalent des cubes de Corsi, mais sur la batterie Cantab. Donc il faut indiquer où est caché le petit carré bleu, et puis il n'aura jamais la même place à chaque essai suivant. Donc on fait ça à des participants et on a observé des difficultés importantes, notamment chez les garçons qui étaient des binge drinkers, en comparaison de témoins, et de façon plus intéressante encore, on a mesuré en fait l'intégrité de la matière blanche du cerveau et on a observé une corrélation significative entre l'intensité du binge drinking et l'altération des fibres blanches qui relient ici les deux parties du cortex préfrontal au niveau du corps calleux. Donc je vous passe ça assez rapidement. Donc bel effet d'interaction. Sur la mémoire à long terme, s'il y a des neuropsies dans la salle, vous connaissez certainement le RLRI-16 ou Gruber et Buschke. C'est pas assez 16 mots pour les jeunes. Donc nous, on a fait une version à 24 mots que vous pouvez trouver gratuitement d'ailleurs. Je fais de la pub sur OSF. Vous tapez mon nom OSF, vous allez trouver ça. Il faudra qu'on fasse des normes un jour, ça peut être intéressant. Et donc on a observé des difficultés en rappel libre et en rappel total. Donc on observe des difficultés. Alors sur l'encodage, le rappel indice média, l'effectif n'est pas assez grand, donc ça ne sort pas de façon significative, mais globalement on pourrait considérer que si on avait plus de sujets, on est à 0.08, on aurait certainement une difficulté d'encodage, stockage et récupération. Les fonctions exécutives, c'est pas si simple. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que vous pourrez dire, ok, il va nous dire que le binge drinking, ça altère toutes les fonctions cognitives, et puis voilà, c'est plié. En fait, les études Princeps ont montré qu'il y avait des difficultés de flexibilité mentale, des difficultés d'inhibition avec le test de Stroop. Par contre, ils ne retrouvaient pas de difficultés au test de classement de carte du Wisconsin. Et en fait, je vous ai mis un contre-exemple, c'est l'étude de Kang et Kim de 2022 qui montre l'inverse, c'est-à-dire ça marche bien pour le TMT, le Stroop, mais pas sur le nombre de catégories au Wisconsin. Par contre, le nombre d'erreurs persévératives était équivalent. Nous, on ne l'a pas publié parce que souvent, on pense que c'est difficile de publier les résultats où il y a une absence de résultats, mais on ne retrouvait pas non plus de difficultés au TMT et au Stroop, ni au Wisconsin. Comme quoi, il y a de l'hétérogénéité aussi, certainement. Je vous ai dit le problème de la définition de ce qu'est le binge drinking. Concernant la cognition sociale, on a observé des difficultés dans l'identification des émotions faciales, en particulier avec la batterie TREF, que vous reconnaissez, en particulier sur l'identification de la peur et la tristesse. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une analyse en cas unique multiple. On voit que chez les garçons, c'est plutôt la peur, et chez les filles, c'est plutôt la tristesse qui est moins bien reconnue. Mais il n'y avait pas d'effet du genre, il n'y avait pas d'effet significatif. On a fait la même chose avec une tâche implicite, cette fois, de présentation d'expression faciale émotionnelle. La tâche était de dire, est-ce que vous voyez le visage d'un homme ou d'une femme? Et puis désolé, on était dans le stéréotype. La condition contrôle, c'était un ovale de couleur. S'il était bleu, vous considérez que c'est une fille. Voilà, je me suis trompé. Un garçon. Et s'il est rose, que c'est une fille. Donc on avait cette obligation pour le principe de l'IRM fonctionnel. Et on a observé des différences significatives dans différentes zones cérébrales, avec en particulier ici, et c'est intéressant, c'est la partie du cortex singulaire antérieur, c'est-à-dire que pour peut-être inhiber l'émotion associée à la perception d'un visage de peur, les binge drinkers ont tendance à activer davantage le cortex singulaire antérieur.
Je me dépêche parce que je me rends compte que j'ai mis trop de choses. On s'est intéressé aussi à la théorie de l'esprit avec la tâche de Ioni. Donc la tâche de Ioni, c'est une tâche qui a l'avantage d'être simple. Elle est très visuelle, elle peut être faite pour les enfants. Alors là, on a testé des ados, en fait, de 14. On a testé de 14 à 24 ans, peut-être 25, je ne me rappelle plus trop. Et donc, on a de la théorie de l'esprit cognitive et affective. Là où c'était intéressant d'aller voir sur cette distinction, c'est-à-dire cette capacité à aller comprendre l'intention d'autrui ou l'état affectif d'autrui, c'est que dans la littérature, il est fait état que les patients qui ont un trouble d'usage de l'alcool ont préférentiellement une atteinte de la théorie de l'esprit affective et non cognitive. Ben, on a retrouvé la même chose chez nos binge drinkers, et même de façon précoce. La question serait de se dire finalement, est-ce que c'est un facteur de vulnérabilité ? On n'a pas la réponse encore. Il faudrait des études longitudinales pour ça. On a fait la même chose avec la question de l'empathie à la douleur. Ça, c'est la tâche de Philip Jackson au Canada, où on montre des images de personnes qui se font très mal, ou qui se font pas mal du tout, et on demande au sujet, pendant qu'il est dans l'IRM, d'imaginer que c'est soi ou que c'est autrui. Et là, on a vu, en fait, de façon systématique, une difficulté d'identification de la douleur, qu'elle soit portée sur soi ou sur autrui. Alors, ça nous amène à considérer, en fait, que ces conduites à risque vont avoir une influence sur le risque d'évolution vers un trouble de l'usage de l'alcool ici. Donc je suis adolescent, je vous ai dit c'est un facteur de risque majeur pour avoir des comportements de recherche de sensations, de nouveautés, aller au-delà des interdits. Je rappelle que la vente d'alcool est normalement interdite aux mineurs. Bon, depuis 20 ans, la moyenne d'âge de première consommation est restée à 20 ans, 30 ans, 40 ans, est restée à 14 ans. Ça n'a pas bougé. Peut-être que vous avez l'impression qu'ils boivent ou fument de plus en plus tôt, c'est juste parce que nous, on avance dans le temps. Mais en fait, non. Là, j'ai le même. Ça me fait ça, moi aussi. Donc, l'adolescence, les conduites à risque, ça provoque du binge drinking. J'ai des altérations cognitives de ma mémoire, des fonctions exécutives, de ma cognition sociale. Tout ça, ça peut créer des troubles interpersonnels. J'ai plus de difficultés à comprendre l'ironie, à comprendre une expression faciale émotionnelle d'autrui. Ça crée du clash. Je suis isolé. Je suis plus seul. Il y a des études qui ont montré que plus je me sens rejeté par un groupe, et en particulier quand c'est un groupe avec lequel je me sens proche, plus je vais augmenter ma consommation d'alcool. Et donc on peut avoir une stratégie de coping par l'alcool, qui peut augmenter encore les conduites à risque et évoluer vers un trouble de l'usage. Donc voilà un petit peu comment ça peut se passer. Évidemment, ce n'est pas comme ça de façon systématique, et mon modèle il est un peu simpliste, puisqu'il y a des modèles qui considèrent qu'effectivement, on va avoir des personnes qui ont des facteurs de risque initiaux, mais qui finalement n'ont pas d'évolution vers un trouble de l'usage, d'autres qui vont effectivement, ce qu'on appelle les personnes addicted prone, vers ce trouble de l'usage, et à l'inverse, des personnes qui vont développer une addiction de façon plus tardive. La question qu'on peut se poser, et je terminerai là-dessus, c'est finalement, les conduites à risque sont-elles à éviter à tout prix ? La réponse est non. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des conduites à risque ne sont pas toutes finalement totalement dangereuses, et certaines sont nécessaires, même au bon développement de l'individu. Je vous ai mis l'exemple, ce jeune garçon, c'est des exemples de photos de personnes qui se photographient dans la même posture qu'une photo quand ils étaient jeunes, et je trouve ça sympa. Peut-être qu'il est champion du monde de skateboard, je ne sais pas. Il a commencé très tôt. Donc il faut imaginer que c'était une conduite à risque, ça reste une conduite à risque, d'ailleurs le skateboard, il me semble, mais que finalement, ça peut être un risque positif. Donc vous avez d'autres exemples ici, le fait de protester contre une injustice, le fait de s'engager dans quelque chose qui paraissait très risqué pour nous, peut finalement être quelque chose de positif. Et donc ma dernière diapo, c'est celle-ci, c'est celle qui vous présente un modèle que je trouve intéressant. Alors il faut considérer, l'auteur le dit, que le en Y, c'est tout à fait subjectif. Il dit qu'en gros, finalement, si on n'avait pas de comportements à risque qui sont associés à ce comportement d'exploration, et de façon concomitante, le développement du contrôle cognitif, on n'aurait pas de développement de la sagesse. Le développement de la sagesse se fait progressivement au fur et à mesure du temps. Il ne peut se faire que sur les expériences que l'individu a vécues. Alors, c'est un modèle intéressant. Par contre, je trouve un peu rude, c'est moi je pense qu'on peut explorer après 40 ans. Mais bon, c'est un avis personnel. Mais là, il n'y a plus rien, il est à zéro. Donc, bon.
Voilà. Et puis pour finir, un petit clin d'œil générationnel. Il y en a qui ne l'auront pas, c'est normal, en lien avec le titre proposé par Laurent. Merci à toutes et tous.